Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 29 et 31 août 2017 et diffusée pour la première fois samedi 9 septembre 2017 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour la seconde partie de cette émission et merci à ceux qui continuent de nous écouter. Alors ce soir, dans cette seconde partie d'émission, je voudrais que nous nous attardions plus particulièrement sur la situation en Syrie, puisque cela a beaucoup évolué depuis la dernière émission qui avait été consacrée, et puis également au passage nous revenions sur un événement qui a été marquant pour SOS Chrétiens d'Orient cet été, c'est le pèlerinage de la jeunesse franciscaine de Cholet, et puis je crois qu'il y a eu également des Bruxellois au Liban et en Syrie, puisque c'était 50 personnes, 50 pèlerins avec des pères et des sœurs qui sont venus pour découvrir le Liban et la Syrie, pour prier avec les Libanais et les Syriens, et puis également pour présenter leur spectacle, le mystère de Saint François, qui donc présente la vie de Saint François et bien sûr a un but d'évangélisation, de conversion personnelle. Donc c'était très intéressant et ça peut peut-être donner des idées à ceux qui nous écoutent. C'est également le but de cette émission. Alors pour ça je reçois Alexandre Godarzi qui est notre chef de mission en Syrie, donc le chef de mission de SOS Chrétiens d'Orient en Syrie et qui vit en Syrie depuis maintenant plus de 2 ans. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Benjamin Blanchard. Alors, vous venez juste de rentrer de Syrie, vous vivez les 3/4 du temps là-bas. Exact, ouais. Voilà. Et tout d'abord, est-ce que vous pourriez... on va d'abord commencer par évoquer les projets que mène SOS Chrétiens d'Orient sur le terrain, puis quels sont les grands enjeux des prochains mois pour notre travail en Syrie. Et puis ensuite, on aura Madame Brianceau au téléphone qui est avec vous, puisque c'est vous qui avez organisé, elle et vous, qui allez nous parler de ce pèlerinage en Syrie. Et puis enfin, nous évoquerons la situation politique et militaire et géopolitique de la Syrie, et donc ce qu'on peut attendre des mois à venir. Alors, tout d'abord, au niveau de votre action en Syrie, donc bon, je vous avais déjà reçu à ce micro, je crois, il y a 6 ou 9 mois, je ne sais plus. Nous avions beaucoup parlé de la jeunesse, notamment. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de votre action en Syrie, et puis également, dans quel coin de la Syrie travaillez-vous ? Donc là, en fait, effectivement, on travaille déjà un petit peu partout en Syrie, effectivement, sauf les zones qui sont occupées par les terroristes. Notre action se centre principalement sur la reconstruction des maisons. Ça, on en a un petit peu partout. Il y a toutes les zones qui ont été sécurisées. Je pense au village du Qalamoun, cette zone frontière avec le Liban, où Al-Nosra avait occupé et vidé en fait tous ces villages de ses habitants en 2012. L'armée syrienne et le Hezbollah libanais les avait repris en 2013, et ensuite dès 2014 la menace venait de l'Est, puisque c'est Daesh qui a progressé depuis le territoire irakien sur toute la partie Est syrienne en arrivant jusqu'à l'Ouest. Donc, alors certains ont été repris plutôt en 2014, ça a commencé en 2013 avec Kousser, et puis les Yabroud et Maloula par exemple, c'est plutôt 2014. Oui, 2014 exactement, effectivement, avril 2014, printemps 2014. Et donc en fait ce sont des zones qui aujourd'hui sont largement sécurisées. En plus elles se situent sur l'axe Damas
Homs, qui est voilà un aire voilà de communication. Le poumon, on va dire, de la Syrie. Exactement. Donc voilà, c'est largement sécurisé et c'est là que on a commencé nos premières reconstructions. On les fait maintenant à Alep. On a commencé même avant la libération d'Alep, le 22 décembre 2016, on avait déjà commencé parce qu'on voyait bien la situation progresser en faveur justement des Syriens et donc de leur reprise de liberté totale sur la ville. Néanmoins, aujourd'hui, elle reste toujours encerclée. Il y a toujours des frappes qui s'intensifient de temps à autre au sud de la ville. Donc les reconstructions ont lieu aussi là-bas. Je pense notamment au quartier de Midan, qui est un quartier arménien au nord, vraiment au nord de la ville, qui se situe sur l'ancienne ligne de front, la partage entre l'est et l'ouest de la ville, mais même au niveau de la frontière nord, puisqu'elle est adossée sur les quartiers de Bostan Bacha, de Sheikh Massoud, Bani Zaid, en fait, qui sont des quartiers tenus encore actuellement par les miliciens du PYD, donc kurdes. Voilà, qui est une branche du PKK, ce groupe terroriste kurde de Turquie, en tout cas qui est classé comme tel par la plupart des États notamment occidentaux, ce qui n'empêche pas, mais on en reparlera plus tard, les États-Unis de les armer et de les aider très fortement, alors que même pour les États-Unis, ils sont classés comme groupe terroriste, ce qui ne manque pas de sel. C'est contradictoire. Donc oui, ce quartier de Midan, qui est quartier arménien, il faut préciser, un quartier arménien populaire, parce que c'est vraiment pas un quartier riche. Et qu'il est devenu de plus en plus, puisqu'il avait aussi reçu justement des populations déplacées en fait des différents quartiers de la ville, qui sont venus y trouver refuge, mais bon, c'était pas le lieu forcément le plus sécurisé de. Et oui, d'ailleurs, on peut, si vous avez lu, et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le faire, l'excellent livre Le journal de Myriam, donc écrit par une jeune alépine, Myriam Ravik, avec l'aide de Philippe Lobjoie, donc un écrivain qui a passé notamment avec notre aide 3 mois à Alep cet hiver, donc qui a vu la libération, et cette jeune fille raconte son parcours, et donc elle vivait à Jabhat al-Saïdé, c'est ça, donc Sheikh Massoud, le quartier dont vous venez de parler, qui est tenu par les miliciens kurdes actuellement, et puis après elle a dû bouger parce que c'était devenu intenable. Sa famille est partie à Midan, et puis après encore dans d'autres quartiers, donc n'hésitez pas à lire cet ouvrage, le journal de Myriam Ravik et Philippe Lobjoie aux éditions Fayard. J'en profite pour glisser. Et je crois qu'on les avait reçus dans notre émission. C'était Charlotte Dornelas qui dirigeait l'émission dans la seconde partie de l'émission de juillet. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est comment dire, c'est effectivement le quartier de Midan. On a des reconstructions aussi qui se situent autour de la citadelle. Voilà. Après, bon, il y a pas que Alep. On parle, on est aussi en projet de reconstruction pour des maisons qui se situent à Hasake. On pense aussi à certains villages du Khabour. Donc, alors le Khabour, c'est la vallée qui était peuplée de chrétiens, qui est dans la région du nord-est, donc qu'on appelle la Jésirée, qui est près de Hasake, donc qui est actuellement tenue par des miliciens kurdes. Voilà, la Jésirée ou le bec de canard. Donc au nord-est de la Syrie, le Khabour, qui est une des rivières en fait, un des fleuves une des rivières de l'Euphrate, et qui ont été donc ces villages qui ont été vidés de leur population, puisque 90% ont massivement fui, particulièrement en Australie. Il reste 10% de ces Assyriens, non pas dans les villages, mais qui sont partis se déplacer dans les villes les plus proches, comme Hasake, Qamishli, mais aussi ailleurs en Syrie. Donc voilà. Également des reconstructions dans le village de Hassan, au pied du Krach des Chevaliers. Ça c'est un projet, ça n'a pas commencé. Non, ça n'a pas commencé. C'est un projet et il est en cours. Voilà, par rapport d'études. Par rapport à toutes les études de vie. Voilà, pour ce village, on peut préciser qu'il y a la difficulté, c'est de savoir si les gens vont accepter de revenir, puisque les chrétiens étaient une minorité, étaient 15-20%. Ouais. On parle de 65 familles. On était en train d'étudier le dossier des 15 premières familles, puisque évidemment il y a une idée de retour, mais qu'à partir du moment où on revient tous, quoi. Sinon, c'est très difficile. Déjà qu'ils sont pas nombreux, ils sont pas majoritaires, donc ils sont assez marqués évidemment par rapport à ce qui s'est passé.
Des projets également économiques. Il faut dire quand même à Homs également, il y a des reconstructions. Oui, dans le quartier de Hamidiyeh. Voilà, dans le quartier de Hamidiyeh, avec pas mal de maisons en fait autour de la cathédrale, qui est maintenant dans sa deuxième grande phase de reconstruction. Oui, la cathédrale donc des Grecs melkites catholiques, donc de Notre-Dame de la Paix, donc de Monseigneur Arbache, qui était venu d'ailleurs en France 2 fois pour des conférences avec SOS Chrétien d'Orient et oui, comme vous dites, Alexandre, la deuxième phase de la reconstruction. Alors vous avez l'habitude, vous y allez souvent, moi un peu moins, et c'est vrai que quand je suis passé cet été, je n'étais pas venu depuis 6 mois ou 1 an, j'ai vraiment été impressionné par l'avancée des travaux, ça va à toute vitesse, et là maintenant ils attaquent le toit et la coupole, donc SOS Chrétien d'Orient participe pour le toit et la coupole à hauteur de 50 000 euros. Donc c'est un projet qui est financé par d'autres associations, notamment je crois l'aide à l'Église en détresse, notamment le diocèse de Fréjus-Toulon. Mais en tout cas SOS Chrétien d'Orient prend sa part puisqu'on avait déjà versé 50 000 euros, on vient de reverser 50 000. Donc ça fait déjà 100 000 euros qui, grâce aux donateurs de SOS Chrétien d'Orient, qui ont été versés pour la cathédrale. Et en plus il y a toute l'énergie des volontaires français et syriens qui peltent depuis des mois, qui participent au chantier à hauteur de leurs moyens. Et également aussi en fait l'évêché qui touche donc la cathédrale, puisqu'il y a eu aussi là quelques milliers d'euros qui ont été donnés pour justement reconstruire un petit peu tout ça. C'est un lieu d'accueil pour tous les groupes en fait de jeunes qui passent, que ce soit catéchèse ou alors même le jardin d'enfants en fait qui vont faire au rez-de-chaussée. Voilà aussi donc un projet également de tout ce qui touche en fait au domaine domaine économique. Là c'est une grande menuiserie dans le quartier de Jeramana, donc en périphérie de Damas, avec une création de plusieurs dizaines d'emplois, donc pour les gens de la périphérie. Oui, alors Jaramana, c'est un quartier, c'est une banlieue très peuplée, puisque maintenant il y a au moins plus de 100 000 habitants, je pense. Ouais. Et à la base, c'était un quartier chrétien. Alors maintenant, avec tous les déplacés qui sont venus, c'est un quartier mixte, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens et très pauvres. Jeramana comme Douala, en fait, ce sont des quartiers qui se sont développés avec l'afflux massif en fait de réfugiés venus d'Irak au moment de la chute de Saddam en 2005, de Saddam Hussein, et qui là voit une nouvelle vague en fait d'immigration, mais de déplacés en fait, puisqu'il s'agit des déplacés syriens du territoire syrien qui sont venus justement donc grossir les nombres des habitants de ces quartiers périphériques. Oui, alors on voit des gens de toute la Syrie, de Deir ez-Zor, de la Saké, de Raqqa, de toutes les zones qui sont occupées par les terroristes. Exactement. Donc en gros ça c'est vraiment le gros des projets en fait concernant la Syrie. Après, il y a aussi une chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est la francophonie. Parce voilà, exactement, mais j'allais y venir en fait. C'est ça, c'est tout ce qui concerne l'enseignement, et les Syriens sont très demandeurs. Récemment encore, Monseigneur Jean Bart dans l'école à la Malle qu'il est en train qu'il dirige, et puis évidemment celle qui souhaite remettre sur pied donc à la sortie d'Alep. Ouais, parce que cette école à la Malle qui était énorme, il y avait 2000 élèves, je crois, avant la guerre. avait été construite en périphérie de la ville, et elle est exactement sur la ligne de front. Donc elle a été très amochée. Occupée, attaquée à plusieurs reprises. On l'a visité ensemble une fois, et je crois que vous l'avez visité d'autres fois. Moi je me souviens, on était avec Monseigneur Jean Bart, on n'était pas rassurés, puisque il y avait, les soldats nous disaient qu'il y avait des snipers juste en face, donc il fallait pas s'approcher des fenêtres. Et Monseigneur Jean Bart, qui est l'archevêque grec catholique d'Alep, qui était devant les fenêtres en train de regarder les dégâts. Et donc cette école, les élèves sont déplacés dans une école provisoire dans la ville, et donc nous on a toujours le projet d'aider à la reconstruction de l'école dès que la situation sera stable, puisqu'il y avait de l'argent qui avait été collecté pour ça lors du premier semi-marathon couru, et donc une partie a été utilisée pour un autre projet, un centre de formation professionnelle, mais la moitié est toujours stockée en attendant que les travaux puissent commencer. Ouais, puissent commencer. Et donc ils sont très demandeurs en fait de la présence française pour donner des cours de français, que ce soit à Alep, à Damas ou à Homs. En fait, c'est ce qu'on a commencé déjà à faire.
Et voilà, c'est quelque chose que maintenant on faisait ça un petit peu chez nous, c'est-à-dire dans des locaux, on donnait des cours, c'était quelque chose qui venait rajouter en fait des heures à ceux qui le souhaitaient en dehors de leur classe, d'accord, que ce soit en fin de journée ou que ce soit le week-end, mais de plus en plus, ce sont des demandes en fait vraiment officielles à avoir des jeunes qui soient là vraiment à temps plein, avec un véritable programme scolaire et donc de s'y tenir dans la durée. Et c'est très important en fait pour ces jeunes d'avoir une stabilité. C'est comme dans l'enseignement, mais je veux dire même en France, on évite d'avoir un remplaçant tous les 3 mois, quoi. On a envie qu'il soit là de septembre à mai-juin. Oui, donc ça c'est un appel pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient enseignants et qui seraient prêts à partir une année scolaire en Syrie. Les SOS Chrétien d'Orient vous attend et les Syriens qui étudient le français également. Ouais, et c'est ça. Et donc, j'en profite pour parler de ce lycée français d'Alep qui a cessé d'exister en fait à cause des événements. Énormément d'Alepins sont partis se réfugier au Liban, souhaitant vraiment revenir en Syrie. Il n'a pas complètement cessé d'exister puisqu'il a continué avec 6 enfants. Donc en fait, les enfants du directeur et de quelques personnes, mais puis maintenant ils sont 13, je crois. L'an dernier ils étaient 13, je crois, mais c'est microscopique, c'est des cours à domicile, mais formellement le lycée existe, l'institution existe toujours, elle est toujours reconnue, mais il y a plus elle fonctionne plus en fait. Ouais, c'est ça. Et donc tous ces Alepins qui sont partis donc au Liban, souhaitaient revenir en Syrie. Ils sont revenus en Syrie, mais ne se sentaient pas de retourner à Alep, en tout cas pas tout de suite. Et donc ils sont revenus à Tartous, et donc il y a eu un retour. Tartous sur la côte, voilà, la frontière libanaise. Voilà, exactement. Donc pas très loin en fait de Tripoli, qui est au nord du Liban. Et donc en fait sont retournés en Syrie, mais donc à Tartous, et donc le lycée français d'Alep a réouvert, mais à Tartous. Et donc on me disait encore il y a pas très longtemps le directeur de ce lycée, Georges Bachoura. Exactement, Georges Bachoura, qui me disait mais on a besoin de professeurs de français et surtout d'histoire géo, voilà. Donc d'histoire géo en français. Alors là, c'est même pas être volontaire avec SOS Chrétien d'Orient, c'est être professeur au lycée français de Damas, comme d'Alep, à Tartous, comme expatrié. C'est sûr que ce sont pas des salaires français puisque le lycée français d'Alep n'a plus le soutien de la France pour l'instant. Donc ils sont payés à des salaires plutôt locaux, mais ça permet de bien vivre en Syrie. C'est pas là que vous allez qu'on peut s'enrichir, mais par contre ça peut être très très enrichissant personnellement, et en tout cas ça apporte beaucoup. Je sais qu'on a déjà un monsieur Raphaël qui a candidaté pour être prof de philo. Là il est en train de faire ses papiers, et peut-être François également. Ah ben voilà, donc à Second, donc vous voyez, s'il y a plusieurs Français, il pourrait y avoir une petite communauté de profs français au lycée français de Tartous. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Alors pour tout renseignement, vous pouvez appeler au secrétariat de SOS Chrétien d'Orient 01 83 92 16 53. 01 83 92 16 53 ou par courrier électronique contact@soschrétiendorient.fr contact@soschrétiendorient.fr. Et je voudrais qu'on dise 2 mots puisqu'on est à Tartous sur ce qui s'est passé l'an dernier, et j'espère que ça va continuer cette année. Oui, on a eu à 2 reprises en fait un volontaire sur toute une année qui donnait des cours de français à des jeunes Syriens qui s'apprêtent à aller au séminaire au Liban. Parce qu'il n'y a pas de séminaire en fait. Pour les maronites. Pour les maronites. Là, je parle de l'évêché maronite en fait, avec Monseigneur Jbert. Et exactement. Donc il n'y a pas de séminaire encore en Syrie. Il y en a au Liban. Donc les Syriens apprennent le français avant d'aller au Liban, afin de pouvoir commencer les études au même titre, enfin je veux dire avec le même niveau que les Libanais qui sont largement francophones, et ce depuis la naissance. Donc le Monseigneur Jbert, donc l'évêque maronite de Tartous, insiste énormément en fait sur la francophonie et sur donc l'apprentissage de la langue française auprès de ses futurs séminaristes. Et c'est aussi évidemment par amour pour la langue française, voilà qu'il tient vraiment à ce que cet apprentissage ait lieu. Et donc il a frappé à la porte des SOS Chrétiens d'Orient. Il a été ravi de lui donner
donné plusieurs volontaires, mais dont 2 qui sont restés en fait vraiment du mois de septembre jusqu'au mois de mai, et ça s'est très très bien passé, il y a eu de très beaux retours. Il a tellement même beaucoup aimé qu'il souhaiterait également que les volontaires soient également là-bas, présents sur place l'été, même en dehors des cours, pour pouvoir continuer à entretenir en fait le dialogue avec ces futurs séminaristes. Et alors, il y a également une autre réalisation que je trouve qui est vraiment exceptionnelle, c'est à Alep le centre. Il y a un centre de cours en fait qui a ouvert, qui est polyvalent. Il y a de tout. Alors, faut dire que il y a un manque, puisque les centres culturels français ont fermé il y a de ça 6 ans. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait au centre culturel français apprendre le français, puis pareil pour l'anglais chez les Britanniques. Et depuis 6 ans, il n'y a plus rien. Donc tout ça pour renforcer les cours de l'école, ou alors pour les adultes, pour tout simplement apprendre et débuter. Et donc il y avait ce manque, et beaucoup de gens sont venus vous voir pour vous dire que c'était un problème pour eux, etc. Ouais. Et donc dites-nous ce que vous avez lancé, Alexandre. Alors on a comment dire, on a des bureaux qui se situent à Souleymanié, donc dans le cœur en fait du centre-ville alepin. Et nous avons ouvert, jusqu'à présent, on avait commencé par 3-4 classes de français, donc plusieurs heures de français chaque jour, quotidiennement, plusieurs dizaines d'élèves, et aujourd'hui, si je me trompe pas, on est rendu à plus de 9 classes de français, et presque le même nombre d'anglais. Et des cours de musique. Et des cours de musique également à l'étage inférieur, où on y enseigne le solfège, le piano, la guitare. Peut-être, il me semble. Il y a la guitare, et je crois que j'ai vu la flûte aussi. Ouais, donc c'est très beau en fait, c'est très joli, et c'est vrai que quand on arrive, c'est un va-et-vient permanent. C'est un bureau qui nous rend fiers, parce que c'est très très vivant, c'est très très vivant. Il y a une file d'attente une file pour d'attente à chaque les fois. cours de français, et puis même les cours de musique. Je crois qu'il y a là pendant l'été, il y avait 60 places. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de demandes. Alors pendant l'année, on va devoir réduire, parce que les cours seront plus que l'après-midi, puisque le matin, les gens travaillent ou en cours. Mais il y a une attente mais sur plusieurs mois, je crois. Exactement. Mais on est en train on l'avait déjà pensé avant même de commencer les premières heures de cours de français, c'est d'installer une espèce de préfabriqué en fait sur le toit, une espèce d'algéco, pour augmenter en fait le nombre d'heures, le nombre de séances, le nombre de niveaux de cours de français. Voilà, d'avoir des classes supplémentaires. On pensait au début, par exemple, de donner des cours, je sais pas, d'informatique, des choses un petit peu plus techniques, mais au vu de la situation, on ne néglige pas en fait l'ouverture de salles supplémentaires pour donner des cours de français encore. Voilà. Alors moi je vous lance un appel, puisque vous êtes là, et je prends à témoin les auditeurs de Radio Courtoisie. J'aimerais bien que ce genre de centre en fait soit reproduit, peut-être à Homs, Damas, ou voir l'Attaquer, parce que vraiment l'effet est excellent. En fait, il faut dire que c'est pour presque rien. Les frais d'inscription sont de 1000 livres syriennes, c'est-à-dire moins de 2 €. Et alors, c'est demandé pour qu'il y ait quand même un minimum de sérieux, d'engagement de la part des élèves. Mais c'est presque gratuit, en fait. Ouais, c'est marrant en fait, c'est ironique, parce que je repense à ce que disait justement ce vieil ami Alexandre Evliv qui donne encore actuellement des cours de français dans le centre culturel en fait, cette espèce d'annexe, puisque le centre culturel d'Alep avait été occupé donc dans la zone est de la ville, et il disait la première langue en fait, la vraie langue à Alep qui était parlée au début avant le français, c'était l'italien, mais les Italiens ont laissé la place aux Français pour enquiquiner les Britanniques. Donc ce serait vraiment dommage qu'aujourd'hui, au vu de la situation justement, on perde ce lien d'amitié très ancien en fait, qui nous lie aux Alepins, mais aux Syriens en fait de manière générale, puisque ça ne touche pas qu'Alep, mais voilà, c'est quelque chose de beau en fait de voir comment avec SOS Chrétiens d'Orient en fait la francophonie reprend vie. En commençant très fortement par Alep, mais effectivement le plus beau, ce serait de pouvoir l'étendre dans les autres grandes villes de Syrie. Voilà, en fait, on pallie de manière privée, associative, l'absence, la carence de l'État, puisque même si on va en parler dans la deuxième partie de cette émission, même si on a vu qu'il y avait
des changements progressifs de la politique française, en tout cas de la politique présidentielle, puisque le président Macron a donné plusieurs signes d'ouverture vis-à-vis de la Syrie. C'est pas encore traduit en actes. Donc en attendant, nous on agit pendant que les politiques parlent, et en attendant qu'ils agissent, SOS Chrétien d'Orient, nous agissons et nous travaillons pour la francophonie en Syrie et ailleurs d'ailleurs. Alors, puisqu'on a parlé du lycée français d'Alep à Tartous, je voudrais quand même mentionner et rendre hommage à deux personnes qui ont permis le maintien d'une part le maintien de ce lycée français, et deuxièmement l'ouverture de son annexe à Tartous. Donc côté syrien, c'est Madame Chaoui qui a beaucoup fait pour aider à l'agrément par les autorités syriennes, puisque étant donné les relations entre la Syrie et la France, c'était pas gagné que la Syrie donne de nouveau son agrément pour ce lycée qui vivotait avec une dizaine d'élèves. Et côté français, c'est Fabienne Blinot qui était députée suppléante et conseiller consulaire et élue à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui s'est beaucoup bougé au niveau français pour maintenir la marque lycée français à Alep et Tartous. Et d'ailleurs, elle est candidate au sénatorial pour les Français de l'étranger. Donc, je ne sais pas s'il y a des électeurs, des grands électeurs des élections sénatoriales pour les Français de l'étranger. Mais si oui, qui nous écoutent, je vous invite à la soutenir, parce qu'elle a fait pour ces élections, parce qu'on aurait beaucoup besoin d'une sénatrice comme elle, parce qu'elle a beaucoup fait, elle fait toujours beaucoup pour la francophonie au Liban, en Syrie, pour aider également maintenir la présence chrétienne. Elle s'est rendue à plusieurs fois en Irak, à Erbil, au Kurdistan. Donc voilà, c'était une page de publicité pour notre amie Fabienne Blinot. Alors je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir, dans la seconde partie de cette émission, Alexandre Gondarzi, qui est chef de mission de SOS Chrétien d'Orient en Syrie, et qui vient de nous parler des réalisations de l'association en Syrie et des projets principaux. Et puis maintenant, donc je reçois également Brigitte Brianceau, qui est de Cholet, qui s'occupe de la jeunesse franciscaine là-bas, et qui, avec Alexandre, a organisé ce pèlerinage des franciscains en Syrie et au Liban. Bonsoir Brigitte Brianceau, vous m'entendez ? Oui, bonsoir Benjamin, je vous entends bien. Bon, merci d'être avec nous. Donc vous avez organisé avec Alexandre ce beau pèlerinage, plus d'une cinquantaine de franciscains qui sont venus en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue l'idée, pourquoi ce pèlerinage ? Alors, ce pèlerinage est venu à la suite d'une mission que j'avais moi-même effectuée il y a 2 ans à Maaloula, et j'avais le désir de partager ce que j'avais vu avec mes frères franciscains. Donc c'est un projet qui a mûri pendant 2 ans, et grâce à l'association SOS Chrétien d'Orient, qui a assuré toute la logistique pour nous accueillir dans les différents lieux au Liban et en Syrie, nous avons pu mener ce projet qui est essentiellement un projet spirituel et fraternel, parce que nous désirions rencontrer nos frères orientaux et leur témoigner toute notre affection, notre amitié, et surtout insister auprès des Syriens pour leur montrer que vraiment on ne les oublie pas. Et donc avec nous, il y avait une troupe de théâtre, Laudato Si, qui a joué le mystère de Saint François d'Assise, donc qui raconte la conversion de Saint François. Donc à travers c'est un jeu de scènes mimées, chaque spectateur pouvait être rejoint dans son propre chemin spirituel de conversion, et recevait donc un message de Dieu en fait à travers ce jeu scénique qui était très beau. Et les Syriens, les Libanais ont été pour la plupart bouleversés par ce message qu'ils recevaient en direct, et donc nous ont témoigné de la reconnaissance. Les Syriens nous ont souvent dit: mais vous nous redonnez l'espérance, de la joie, et c'est ce dont nous avons besoin. Et comment, alors Brigitte Brianceau, comment est-ce que vous avez convaincu
les responsables franciscains, donc c'est les frères conventuels, les frères mineurs conventuels. Comment est-ce que vous les avez convaincus de venir au Liban, c'est peut-être pas difficile, mais en Syrie, c'est quand même un pays qui paraît dangereux. Voilà. Alors en fait, déjà au départ, je n'avais pas besoin de les convaincre beaucoup en disant qu'ils sont nos ennemis dans la foi. Ce sont des terres qui ont, où Saint Paul lui-même a évangélisé. Donc je dis que c'est une terre où les chrétiens sont en difficulté. Donc nous pouvons, avec ce que nous avons, ce que nous sommes, bien leur rendre une visite fraternelle et leur témoigner de notre soutien. Et en même temps, ils ont pu voir sur pièce qu'en fait, les craintes qui étaient tout à fait légitimes ont été balayées par une sécurité qui a été assurée par une présence militaire efficace et bienveillante. Nous avons été reçus à chaque fois avec joie, avec surprise au départ, parce qu'il y a voir un groupe de 50 pèlerins qui débarquent en Syrie. Alors attendez, présence militaire, vous n'étiez pas escorté, on se baladait comme vous voulez, mais c'est la présence militaire normale, avec cette surveillance. Dans des points de contrôle qui étaient tout à fait légitimes, mais sinon on était vraiment librement à se promener d'un point à un autre, et on se sentait tout à fait en sécurité et libre de pouvoir se promener dans les villes comme Alep par exemple. On a eu la joie de pouvoir voir la vieille ville de Alep et donc de se rendre compte que Alep est une ville immense et splendide qui n'est pas du tout complètement détruite comme on nous l'a raconté. Donc en fait, à travers cela aussi, le groupe pouvait se rendre compte. Et les franciscains, c'était une façon aussi de leur dire, mais venez voir vous-même et faites-vous une opinion qui ne soit pas parasitée par les informations qui sont relayées par les médias, qui sont fausses. Venez voir sur place. Et donc, petit à petit, ils se sont laissés convaincre, mais sans difficulté. Et donc, voilà. Et alors, il faut dire que par exemple, quand vous alliez dans la vieille ville, moi, ça m'a frappé. Oui. Vous contentiez pas de vous promener, de visiter, de voir, de constater les dégâts, et puis de voir ce qui restait, les merveilles architecturales qui restent. Oui. Mais vous aussi, également, vous chantiez tout le temps. Moi, j'ai vu, vous chantiez et vous priez pratiquement en permanence. Oui. Alors, ça, c'était un beau témoignage aussi. Et je crois que ça a beaucoup marqué les Syriens et les Libanais que vous avez rencontrés. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est venu un petit peu spontanément. On avait dans notre groupe des jeunes qui chantent, qui ont monté d'ailleurs un groupe de chant, et donc en remontant les rues de ce quartier d'Alep qui a été très très endommagé, on a commencé à chanter tout doucement, et puis en fait ces chants sont transformés en chants de louange. On s'est retrouvé au pied de la citadelle avec des militaires qui étaient derrière mais qui commençaient à danser, à se réjouir, et en fait c'est toute une foule qui nous a rejoints et qui s'est mis à applaudir et à nous mettre même leurs enfants dans les bras pour être pris en photo. Il y avait une joie manifeste. En fait, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce message de paix, d'amour, d'amitié, et nous avons davantage reçu que donné. Donc c'est un beau témoignage, et du coup les franciscains étaient aussi dans une reconnaissance et se sont dit mais on a bien fait de venir en fait. Donc il y a vraiment un don réciproque. Et Alexandre Godarzi, vous, quelle était l'importance je crois que pour vous c'était très important ce pèlerinage qui a été décidé il y a longtemps à l'avance. Je me souviens qu'on avait reçu une lettre, je crois, du custode de France, de la province de France des franciscains il y a 1 an et demi, nous demandant d'organiser cela avec eux. Oui, complètement en fait. Mais pour moi, c'était effectivement très important de réaliser ce projet pour la simple et bonne raison en fait que il participe au témoignage de la vérité en fait. C'est important en tant que chrétien que nous puissions visiter nos frères en fait qui sont dans l'épreuve. C'est important de venir les retrouver dans leur mort, dans leur désolation, à un moment où ils ont le plus besoin d'espoir que jamais. Et de le faire comme ça avec 50 personnes, d'aller retrouver nos frères aînés dans la foi sur les routes de Syrie, de Damas, en passant par Maaloula, Alep, jusqu'au Crac des Chevaliers. Et le Liban, avant, n'oublions pas. Et le Liban, bien sûr. Ça a été un succès incroyable, et je veux rendre hommage à l'équipe de SOS au Liban qui a
qui a parfaitement organisé tout ça. Voilà, bien sûr, c'était juste extraordinaire. On était à 2 pas de JDID, à l'heure où justement Daesh était pris en tenaille par le Hezbollah des 2 côtés de la frontière, donc syrienne et libanaise, avec conjointement les armées syriennes et libanaises, Armej, donc à la frontière sud palestinienne. Donc C'était face à Israël qui occupe encore une partie du sud du Liban. Exactement, il y avait en présence les casques bleus français. Enfin, c'était beau parce que il y avait plus de 1000 personnes armées. Il y avait plus de 1000 personnes, ouais. Et c'était, je veux dire, n'importe qui, quoi. Je veux dire, que ce soit les Français qui étaient en présence ou que ce soit les Libanais, ils avaient besoin d'entendre et de voir et d'entendre ce message. Et en Syrie, ben c'est clair, quoi. Je veux dire, en fait, le témoignage, il est juste. Et le message, en plus, bon, il y a quand même un message sur la pauvreté, sur et c'était intéressant de voir tous les gens qui étaient présents, et notamment bon, les ecclésiastiques, c'est pas forcément ils ont beaucoup de qualités, mais c'est pas forcément toujours la première chose à laquelle ils pensent, l'esprit de pauvreté. Et on voyait Armèche, il y avait l'évêque maronite, à Alep il y avait plusieurs évêques présents, trois ou quatre, je ne sais plus. Donc en fait c'est pour ça, c'est que bon, moi après peut-être pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais on est dans Radio Courtoisie, le principe c'est qu'on a le temps. D'accord. En fait, bon, très clairement, la guerre a malheureusement déclenché chez tout le monde. Ça a permis aussi de laisser contraster en fait cette espèce de tri en fait entre l'ivraie et le bon grain. Il y a une crise, bon la crise syrienne, mais il y a aussi ça révèle aussi certaines crises aussi qu'il y a même dans l'Église. Je veux dire, et là quand je parle de l'Église, je parle pas forcément des ecclésiastiques, hein, je parle aussi des gens lambda de manière générale. Et il y avait besoin en fait de ce message qui revient sur des fondamentaux, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de revenir sur ce message d'amour et de simplicité en fait de l'Évangile. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent abandonnés, mais pas seulement par la communauté internationale qui leur en met plein la figure au vu de la façon dont ils se positionnent par rapport au conflit syrien, mais qui se sentent abandonnés par leurs églises, qui se sentent abandonnés par leurs prêtres, qui se sentent abandonnés par leurs frères chrétiens qui sont ailleurs en fait, par l'église vraiment au sens très très large. Donc le fait que 50 Français viennent témoigner en fait de ce devoir en fait de charité fraternelle et ordonnée, puisqu'on commence entre chrétiens à se retrouver, mais c'était aussi un geste d'amour pour les Syriens de manière générale. Et combien étaient nombreux les musulmans qui justement nous ont tendu la main, chez qui on a mangé, avec qui on a échangé. Je parle de dignitaires chiites, je parle de mouftis de quartiers sunnites, que ce soit à Damas, que ce soit à Alep. Qui ont participé au spectacle, puisque celui qui faisait la voix de Saint François en arabe était un jeune volontaire de SOS musulman. Exactement. Et il était, ce qui pu me permettre, très à fond en fait dans son rôle, en dansant, en chantant aussi à la fin du spectacle. Donc il m'a surpris parce qu'il connaissait presque par cœur Notre Père en arabe. Oui, et c'est lui aussi évidemment qui le récitait. Et donc quand Madame Brianceau parle effectivement de ces louanges au pied de la citadelle, c'était essentiellement donc des musulmans, des musulmanes, donc en foulard noir de la tête aux pieds. Donc il y a vraiment quelque chose où on sent effectivement qu'il y a une attente en fait qui vient du cœur de ces gens-là. Il y avait vraiment en fait une très très belle rencontre. Et pour revenir en fait à ces chrétiens qui se sentent oubliés, il faut pas Enfin, je pense qu'il est important de souligner que l'Église a eu un rôle très important, a pris énormément de poids en fait. Je veux dire, par la politique syrienne, c'était aussi le moyen de développer une aura internationale via les évêques et leur représentation à l'international pour pouvoir toucher un public chrétien, je veux dire au moins culturellement en Occident, et pour pouvoir peut-être contrebalancer aussi la pression médiatique féroce à laquelle ils avaient affaire et à laquelle ils ont toujours affaire. Et beaucoup se sont oubliés dans leur rôle. Beaucoup se sont oubliés dans leur rôle de pasteur. Beaucoup ne sont pas présents. Ils s'absentent pendant des mois et des mois et des mois à n'en pas finir du pays. Pendant ce temps-là, leurs paroissiens sont dans les villages. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Alors vous dites beaucoup, moi je dirais quelques-uns. Non, mais quelques-uns. La plupart sont quand même très présents sur le terrain, et y compris dans les moments difficiles. Bien sûr. Non, mais ça n'est pas. Enfin, je fais pas mention forcément, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, il y en a qui sont là et au contraire, qui ont vraiment
vraiment montrer le visage du Christ justement dans ces moments les plus forts et les plus douloureux. Et il y en a quand même certains effectivement donc qui sont assez absents, et pas mal de paroissiens, même de prêtres qui se sentent abandonnés. Et il y avait besoin en fait je pense qu'il y a ce besoin en fait d'un retour à la simplicité de l'évangile, mais pour nous évangéliser en fait les uns les autres. Souvent on a cette volonté d'annoncer à l'autre qui ne connaît pas le Christ, et c'est la tâche, c'est l'objectif principal de l'Église, mais c'est bien aussi de s'évangéliser les uns les autres et de se faire des espèces de piqûres de rappel en toute simplicité, de manière culturelle, dans un échange comme celui qu'on a vécu entre nous, quoi. Donc c'était très beau et très instructif, très productif et très enrichissant. Alors Brigitte Brianceau, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Est-ce que vous étiez déjà venu en Syrie, mais pas très longtemps, mais est-ce que en tout cas le groupe a été surpris de pouvoir dans un pays musulman, qui plus est en guerre, chanter comme ça, faire des louanges sans problème, chanter la gloire de Dieu en pleine ville, devant la citadelle d'Alep, à la fois de Damas, n'importe où? Est-ce que c'était une surprise pour vous? Parce que je suis pas sûr qu'on puisse faire ça dans n'importe quel pays musulman. Non, tout à fait. Donc je pense qu'ils se sont laissés porter un petit peu par la louange, et ils se sont surpris eux-mêmes en train de chanter, et après coup s'est dit mais en fait ce sont des musulmans qui nous entourent, donc ils ont été agréablement surpris effectivement de voir mais qu'en fait il n'y avait aucun souci, que ces chants de louange qui chantent vraiment le Seigneur, mais ça nous rejoint chacun. En fait chacun a besoin de se sentir aimé de Dieu, mais effectivement c'est après en discutant entre eux dit mais finalement on a pu chanter sans aucun souci, on a pu sillonner les rues de la vieille ville de Alep sans problème en chantant, et les musulmans qu'on croisait étaient ravis en fait et se joignaient à nous, soit ils nous saluaient des fenêtres des quelques maisons qui étaient encore habitées, ou bien les enfants nous suivaient en souriant. Enfin donc ça a été vraiment une agréable surprise, et du coup ça leur a permis de se repositionner sur toutes ces choses que l'on entend ici en fait, et puis qui n'existent pas quand on est sur place. On voit bien qu'en fait ces divisions qu'on suppose ne sont pas réelles, et qu'il y a vraiment un désir de vivre ensemble au-delà de ces différences confessionnelles. En fait qu'il y a un désir vraiment pour les Syriens de restaurer et de redonner une splendeur à ce pays, quoi. Et alors, vous avez joué, le dernier spectacle a été joué au Crac des Chevaliers, puisque oui. Il y en a eu 2 au Liban, donc à Armèche au sud du Liban, juste en face de la ligne, de la frontière avec Israël. Ensuite, dans la Beka Jdeïdé, donc là, on était à quelques kilomètres du front quand l'armée libanaise était en train d'expulser Daesh. Alors vous êtes tombé au bon moment, hein. Voilà, oui. Oui, déjà, on a dû déplacer le spectacle puisqu'il devait être à Ka au début, mais c'était dangereux puisque c'était trop près de la ligne de front, donc on l'a décalé à Jdeïdé. Et puis ensuite à Damas. Donc à Douala, dans un quartier populaire de Douala dont on parlait tout à l'heure avec Alexandre. Oui. Ensuite à Maaloula, donc ce village que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission, dans lequel SOS Chrétien d'Orient travaille beaucoup. Oui. Et puis ensuite à Alep. Alors là, je crois qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai vu les photos. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Et puis ensuite au Crac des Chevaliers. Alors pourquoi au Crac des Chevaliers déjà? Et puis ensuite, est-ce que c'est pas surprenant, quoi? Moi, j'étais agréablement surpris parce que ça appartient au ministère du Tourisme, en fait, que l'État, c'est pas une propriété de l'Église, que l'État donne l'autorisation pour faire un tel spectacle au Crac des Chevaliers. C'était un signe étonnant quand même. Oui, et ça montre aussi un bon esprit, en fait, un esprit d'ouverture. De la part de ceux qui nous ont permis justement de jouer le mystère de Saint-François. Donc voilà. Donc le ministre du Tourisme, il faut le citer, Monsieur Béchar Yazid, qui a donné personnellement l'autorisation. Voilà, donc c'est vraiment un beau geste de sa part, et ça montre un désir de communion justement, et qui est illustré aussi à travers ce spectacle. Et donc il l'a compris en simplement nous accordant cette possibilité de jouer au Crac des Chevaliers, qui, bon, pour nous les Français, ça nous fait vibrer parce que
forteresse croisée, donc voilà les rêves de chevalerie qui ont vraiment touché beaucoup de jeunes qui étaient présents, qui rêvaient. Si on n'avait pas pu aller au Crac des Chevaliers, je crois que ça aurait été un drame pour eux, et de jouer le mystère de Saint-François au pied du Crac des Chevaliers avec des militaires en fond, donc qui étaient bienveillants et qui étaient très touchés en fait par ce message. Donc et puis les scouts et des voilà. jeunes, des jeunesses salésiennes qui venaient tous d'Alep, je crois, et qui étaient en camp dans la région. Voilà, oui. Donc c'est vraiment, on voit bien que ce message est universel en fait. Il rejoint chacun et donc c'est vraiment. Moi aussi j'étais agréablement surprise de voir qu'on aurait eu l'autorisation de jouer là, dans ce lieu parce que c'était pas évident. Et donc on a pu que vérifier vraiment des gestes généreux de confiance aussi parce que voilà, ils ne nous connaissent pas. On arrive là, ils ne nous connaissent pas et ça montre la bienveillance de leur part et une charité en fait que nous à travers ce spectacle on voulait redonner un petit peu les fondamentaux comme l'exprimait Alexandre Godervy tout à l'heure, mais en fait ils l'ont déjà dans leur cœur et ils l'ont exprimé tout simplement à leur manière dans un pays qui est déchiré, mais ils ont su surmonter pour nous montrer vraiment nous donner leur cœur tout simplement. Donc à travers ces gestes là, à travers aussi l'invitation aussi à la foire internationale où on a pu se rendre, qui était un petit peu aussi un peu particulière de nous retrouver là, et en fait on a pu aussi louer, chanter, et puis les gens nous ont entourés aussitôt. En fait on voit bien que les gens ont besoin de ça, ont besoin de cette joie spontanée qui a dans le cœur de chaque être humain en fait et qui a besoin d'être manifestée en toute simplicité, en toute fraternité et en fait de part et d'autre on a eu ces témoignages réciproque d'une bienveillance et d'un accueil chaleureux. Alors je voudrais préciser que ce voyage a été possible grâce à l'aide, ce pèlerinage a été possible grâce à l'aide de l'agence Odeya, donc qui est une agence de voyage française spécialisée dans les pèlerinages, les voyages religieux, et qui cet été d'ailleurs a encadré, a organisé un pèlerinage à Fatima, puisque c'est l'année jubilaire pour Notre-Dame de Fatima, avec je crois qu'ils étaient 1400 ou 1500, et c'était un seul groupe, donc c'était un énorme travail pour Odeya. Ils ont organisé ce voyage, alors je crois très, très bien, malgré les difficultés qui ont pu être survenir avec sur place, qui peuvent toujours arriver, des difficultés matérielles, pas sécuritaire. Et qu'est-ce que vous voudriez dire, Brigitte Brianceau, à ceux qui nous écoutent? Et je suis sûr que dans les auditeurs de Radio Courtoisie, il y a des gens qui sont responsables de groupes, de catéchèses, investis dans leur paroisse, ou peut-être de prêtres ou de moines sur l'importance de faire de ce genre de pèlerinage, et pour peut-être leur dire allez-y, n'hésitez pas. Oui, mais franchement, oui, vraiment, allez-y, n'hésitez pas, parce que, vous voyez, vous le signalez vous-même, cette agence, en fait, qui est très professionnelle, qui connaît bien les lieux, qui nous a facilité les choses, en dépit, effectivement, de petites difficultés, mais qui sont pour donner une idée des difficultés, au moment d'arriver à la frontière syrienne, on n'avait plus de bus, puisque l'agence syrienne, finalement, n'avait pas fait son travail, et donc elle a dû trouver dans la nuit, en urgence, une autre compagnie de bus, et elle l'a trouvé, le bus était là à l'heure, et ça s'est très bien passé avec le bus. Exactement. Et je pourrais même dire que les participants du voyage n'y ont vu que du feu, tellement ça s'est bien passé. Donc on se dit, a priori, c'est improbable de pouvoir résoudre des difficultés comme celle-là dans un pays qui est bien sûr touché par la guerre. Et en fait, ça s'est fait. Donc vraiment, l'agence a été très professionnelle, a toujours bien suivi les choses en amont. On a vraiment bien travaillé ensemble. Et donc, c'est un encouragement pour des groupes qui hésiteraient. Il faut surtout pas hésiter, parce que il faut franchir ce pas de la peur, de la crainte, et aller au-delà. Et la récompense est au centuple de ce qu'on peut espérer. Donc, parce qu'on a vraiment affaire à des gens il ne faut pas n'importe quoi. On a été vraiment dans des zones sécurisées, même si le risque zéro n'existe pas. Mais il faut penser à ceux qui nous attendent, qui nous accueillent, qui eux vivent cette
réalité au quotidien, on ne peut pas les délaisser sous prétexte de vouloir une petite sécurité à nous. Quand le pape François parle de sortir aux périphéries, les périphéries, c'est pas seulement l'Hexagone, c'est aller au-delà de nos frontières pour rencontrer nos frères qui ont besoin de nous. C'est un devoir de chrétien, tout simplement. Et on a eu cette confiance. C'est un pèlerinage qui s'est préparé dans la prière et on continue de porter tous les participants, tous ceux qui nous ont accueillis et vous-même, Benjamin et toute l'équipe de SOS Chrétien d'Orient, tous les volontaires qui ont été mais vraiment fantastiques, et Alexandre qui a été merveilleux dans l'accompagnement et dans la résolution de soucis de façon à aplanir au maximum tout ce qui pouvait un petit peu retarder ou être cause de fatigue. Donc moi je ne peux qu'encourager les gens à y aller parce que c'est ce que vous recevrez, mais c'est au centuple de ce que vous pouvez imaginer. C'est ce que le Seigneur dit lui-même. Tout ce que vous aurez donné au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez donné et vous l'aurez au centuple quand on se retrouvera. Merci beaucoup Brigitte Brianceau. Puis je dois avouer que moi-même j'ai assisté au spectacle, alors seulement le dernier au Crac des Chevaliers. Oui. Et j'étais très impressionné et j'ai vraiment été touché par ce spectacle, et puis j'ai vraiment été impressionné par la piété de l'ensemble du groupe et son unité aussi, même bien que ce soit des gens de différentes conditions, de différents âges. Et il y avait des familles, il y avait des célibataires, il y avait des enfants. C'était vraiment un groupe très, très varié, mais en même temps très uni. Et aussi malgré la fatigue, parce qu'il faut dire qu'on ne vous a pas ménagé. Parce que il y avait quand même 6 représentations. Vous avez un peu couru aux 4 coins du Liban et de la Syrie, avec parfois des couchers très tard, des levées très tôt, et puis aussi par certains la tourista, hélas, qui est quand même un peu inévitable dans ce genre de pays. Et j'ai trouvé que les gens avaient une résistance et quand même un courage, parce qu'au-delà du courage d'aller dans un pays qui fait peur, aussi le courage de surmonter sa fatigue et son épuisement, et aussi même avec des logements parfois un peu à la scout, quoi, hein, dans des dortoirs et etc. Et tout le monde était de bonne humeur, de bonne composition. Donc vraiment moi ça m'a frappé, et j'étais édifié en fait par ce groupe. Donc bravo à vous tous, merci d'être venus, merci pour vos prières. Oui, merci à vous aussi. Et puis je voudrais préciser aussi, alors ça n'a rien à voir, mais que je voudrais mentionner des moines que j'avais rencontrés il y a 3 ans et que j'ai revus cet été au Liban. On se souvenait mutuellement l'un de l'autre, et c'est 2 moines français qui sont grecs catholiques et qui vivent qui sont ermites au Liban, dans la montagne, et que j'ai revu, et ils suivent très bien les actions de SOS des volontaires, et donc ils m'ont proposé de prier spécialement pour la sécurité et aux intentions de nos volontaires. Donc maintenant chaque semaine on leur envoie la liste des volontaires présents sur le terrain, et puis ils nous ont dit pour nous c'est chouette aussi, ça permet de pas être complètement isolé, on a des intentions précises, etc., et c'est incarné, et pour nous c'est très important, et moi j'étais très heureux de cette rencontre, et donc voilà, c'est quelque chose que maintenant qui est suivi. Donc ça s'ajoute aux prières des franciscains dont je vous remercie. Ah bah oui, et puis vous pouvez aussi nous envoyer la liste des volontaires si vous voulez, parce qu'on sera heureux de prier pour eux, parce que chaque semaine les frères franciscains de Cholet offrent l'Eucharistie à l'intention des chrétiens d'Orient, et le jeûne et la prière. Donc au contraire, toutes les intentions on les confie, puisque nous avons l'adoration perpétuelle. Et donc on vous porte de toute façon dans la prière déjà, et puis tous les volontaires que nous avons rencontrés. Donc c'est une façon. Ça sera fait. Merci pour cette proposition que je saisis au vol, hein, vous voyez, à l'antenne de Radio Courtoisie, et ce sera fait. Je vous adresserai tout ça. Merci beaucoup, Brigitte Brianceau. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Alexandre Godarzi, donc chef de mission de SOS Chrétien d'Orient en Syrie. Et puis nous recevions à l'instant Brigitte Brianceau, donc qui est de tiers-ordre franciscain, du tiers-ordre franciscain conventuel, et qui a organisé un pèlerinage pour 50 franciscains, donc laïcs et religieux, en Syrie et au Liban cet été. Donc là, nous sommes de retour dans le studio de Radio Courtoisie, donc avec Alexandre Godarzi. Et pour terminer cette émission, je voudrais qu'on évoque plutôt la situation politique, politico-militaire et géopolitique de la Syrie actuellement, puisqu'on a vu donc tout a changé septembre 2015 avec l'intervention russe. C'est pas quelque chose qui a provoqué un changement radical en quelques semaines. C'est un travail de longue haleine et pas à pas, mais qui aujourd'hui, on commence à en voir les fruits, puisque on voit que la carte, semaine après semaine, la carte de la Syrie change radicalement. Et en fait, il y a une énorme offensive tous azimuts de l'armée syrienne dans le désert syrien. Et donc jusqu'à présent, quand on voyait la carte, l'armée syrienne tenait les grandes villes et l'ouest de la Syrie, et puis les axes de communication pour rejoindre Alep et pour rejoindre les grandes villes entre elles, et toute la partie est échappait complètement à leur contrôle. Exactement. Et donc ce qui faisait à peu près 25% du territoire, 30% sous le contrôle de l'armée syrienne. Et là, en quelques semaines, on est passé de 30% à peut-être 60% du territoire, puisque tout le désert est en train Daesh est en train d'être chassé de tout le désert. Alors, ma question, c'est selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines? Bon, il faut dire que cette émission est préenregistrée au 31 août, donc peut-être que lors de la diffusion, les choses auront encore changé, mais c'est pas grave, c'est intéressant de faire des prévisions. Ouais, nous on voit ça vraiment à une échelle qui est tout autre en fait. On n'a pas le recul que vous pouvez avoir en fait depuis Paris ou ailleurs. C'est vrai que comme on a le nez dans le guidon, on voit les choses à notre échelle, donc les choses qui nous tombent sur le coin de la figure ou plutôt au coin de la rue. Par exemple, quand on est à Damas, il y a toujours une intensification en fait des frappes sur le quartier de Jobar, donc qui se situe à la périphérie est-sud-est de la ville, et qui relie la Routa, donc en fait l'arrière-pays en direction donc de l'est, après dans la sortie de Damas. D'ailleurs, le passage des 50 franciscains, il y a eu justement énormément de tirs en fait qui ont été occasionnés depuis les quartiers tenus par les terroristes à Jobar sur les quartiers de Douala, Jeramana, Babtouma, donc les quartiers de la vieille ville de Damas, à l'aveugle comme d'habitude. La situation concernant la capitale, on en est toujours au même point en fait, c'est toujours cette guerre de position. On a l'impression qu'on va régler le problème, mais les choses prennent du temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Les voitures piégées ont refait surface, mais c'est périodique. Alors je parle pas sur le même, c'est pas comme en 2013 quoi. En 2013 c'était quelque chose qui était beaucoup plus fréquent. Là ça arrive de temps en temps. Les voitures piégées, c'est bon à Damas, ça se compte sur les doigts d'une main sur l'année. Hein, on est d'accord. Cette année, il y en a eu 2, je crois, en tout 2017. Voilà, sur la route de l'aéroport. Voilà. Il y en a eu des tentatives, mais qui ont explosé. Je crois qu'il y en a eu que 2. Voilà. Oui, mais après, il y a eu cet enfant téléguidé aussi. Voilà. Je veux dire, des actes kamikazes. Voilà, il y a eu cet enfant et la voiture, près du quartier. Exactement, la place des totems, la place Tahrir. Après, quand on regarde par rapport à Alep, comme vous le disiez, effectivement, ça n'a pas été un bouleversement total, radical avec l'arrivée des Russes. Ça a pris au moins vraiment 1 an pour que vraiment, on arrive à une libération totale de la ville. Mais comme je le disais tout à l'heure, toujours encerclée. Donc, la liberté est une réalité pour beaucoup d'Alepins, mais pas forcément pour ceux qui vivent au sud de la ville, parce qu'ils continuent à être pilonnés de manière assez sérieuse en fait par Al-Nosra en fait, qui se situe sur toute la bordure ouest de la ville, alors que Daesh était à l'est, mais qui a été largement repoussé. Il n'y a plus de Daesh à l'est. Il n'y a plus de Daesh à l'est, et même sur cette route en fait que nous empruntons, puisque l'axe Homs-Hama
là qui actuellement est en voie d'ouverture en fait. Il y a un accord avec les Russes pour pouvoir laisser passer les convois humanitaires. Parce que l'axe Homs-Hama est coupé par une poche rebelle, mais qui est en zone de désescalade, ce qu'on appelle zone de désescalade. Donc c'est sous l'égide des Russes, des zones où il y a une négociation entre le gouvernement syrien et les groupes rebelles qui ne sont pas ni Daesh ni Al-Nosra. Exactement. Al-Nosra qui est Al-Qaïda en fait. Exactement. Et en fait donc cette autoroute Homs-Hama, Hama-Alep qui avant vous faisiez ce trajet Homs-Alep en à peine 2 heures. Bon bah maintenant vous êtes obligé de vous enfoncer vers le désert sur la direction nord-est, c'est-à-dire la route de Raqqa. Donc vous passez par à côté de Salamieh, vous allez avancer jusqu'à Istriye. Istriye qui étymologiquement vient du mot syrienne, et vous revenez sur le nord-ouest, en allant jusqu'à Khanasel, jusqu'à Alep. Voilà. Donc en fait, pendant 4 heures, vous êtes entre Daesh et Al-Nosra. Daesh sur votre droite à quelques kilomètres, on parle de 5 kilomètres approximativement. Alors, vous étiez. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Pendant tout ce temps-là, vous aviez Daesh sur votre droite à 5 kilomètres et Al-Nosra sur votre gauche à 5 kilomètres également, sauf à la sortie de Homs quand vous arrivez à Salamieh, où là ils étaient plutôt à 500 mètres des deux côtés qu'autre chose, et c'est toujours le cas, mais c'est en voie c'est toujours le cas pour Nosra, mais Daesh est en train d'être liquidé. Alors, Daesh est en train d'être liquidé à cet endroit-là, et quand vous prenez la route vraiment, que vous êtes vraiment, comment dire, en vous approchant de Alep après Istriye, ben il n'y a plus Daesh sur le côté est, c'est terminé. En revanche, il arrive que des assauts se fassent sur la route, ça arrive encore avec. Donc, parfois elle est fermée, en fait la très prudemment, dès qu'il y a la moindre escarmouche, ferme la route. Exactement. Et donc on attend, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, voilà. Ouais. Et c'est en fait c'est au nord, donc notamment de toute cette présence de Daesh qui a été liquidée en fait sur cette région est de Alep. Eh bien, les Kurdes donc du PYD et leur branche armée YPG en fait ont pris pas mal de territoires en fait que Daesh a laissé. Le PYD qui est en fait la branche syrienne de Syrie du PKK. Kurde de Turquie, qui est classé qui est dirigé par Abdullah Öcalan, qui est marxiste léniniste et qui est classé comme un mouvement terroriste en fait par la plupart des pays occidentaux, dont la France. Et donc, mais sous couvert, pardon Alexandre, mais sous couvert sous couvert de changer de nom en fait, notamment en se faisant appeler les forces démocratiques syriennes. Alors les forces comme directement les États-Unis pouvaient pas soutenir le PKK ou le PYD, et on a créé un faux-nez qui est les forces démocratiques syriennes, en disant c'est une coalition de Kurdes, d'Arabes, de chrétiens, mais en fait 95% des troupes sont les miliciens du YPG. Exactement. Et en fait c'est un véritable faux-nez, et quand nous étions ensemble à Sakek et Bishti dans le nord-est, on a vu, je pense que vous direz la même chose, on n'a vu absolument aucune affiche, aucun drapeau des forces démocratiques syriennes. Toutes le matériel de propagande était du PYD et de sa branche armée. On voyait le portrait d'Abdullah Öcalan de partout. Et jamais on a vu ces prétendues forces démocratiques syriennes. En fait, c'est des cas cachés, affonés pour l'Occident. Et les troupes américaines, on a croisé des convois américains sur la route, qui se promènent d'ailleurs sans se cacher tout à fait ouvertement, donc alors qu'ils n'ont aucun mandat pour être là, collaborent ouvertement avec le groupe classé par leur propre gouvernement comme terroriste du PKK. Donc c'est encore une incohérence. Ils sont pas une contradiction. Voilà, une incohérence, une contradiction de plus. Et quand en France on voit qu'on reçoit il y a des représentations du PYD, je crois en France. Alors c'est bizarre, hein, on n'a pas de représentation du PKK en France. Par contre, on a une représentation de sa branche syrienne, le PYD. Donc c'est une aberration, c'est se voiler la face, se cacher derrière son petit doigt, tout ce que vous voulez. Mais il faut bien avoir conscience que c'est exactement la même chose. Et dans les zones qu'il contrôle, il y a des portraits d'Abdullah Öcalan, donc le chef de ces deux partis. Exactement.
Et donc en fait, toute cette région en fait, donc ce désert syrien dont vous parlez est en train d'être reconquis par l'armée syrienne en direction de Deir ez-Zor. Déjà il y a quelques jours encore, on disait qu'ils étaient à peine 60 km. Je pense que la situation a largement progressé depuis. Donc ils arrivent de l'ouest sur Deir ez-Zor et du sud. Donc on pense que les choses vont se dégager de ce côté-là. Déjà, enfin en tout cas on l'espère. Deir ez-Zor, qu'il faut quand même le souligner, c'est vraiment le Stalingrad syrien. On a beaucoup parlé d'Alep, certes, mais Deir ez-Zor, c'est pire. C'est bien pire. J'ai rencontré un journaliste qui en revenait, un journaliste syrien, donc qui a eu le temps d'attraper l'hépatite C en revenant de là-bas. Les gens sont sous-alimentés. On trouve des vieillards et des enfants de 6 ou 7 ans, la Kalachnikov dans les bras, cigarette au bec. Tous se battent en fait aux côtés de l'armée syrienne, en tout cas ceux qui sont de ce côté-là, puisque la ville est divisée en deux sur l'Euphrate. La partie où se situe l'aéroport est dans les mains encore de l'armée syrienne. Et donc toutes les forces en fait, les forces vives en présence, se sont joints à l'armée syrienne, prennent les armes et se battent tous ensemble contre Daesh. Voilà, dans cette partie-là en fait du pays. Donc c'est vraiment une bataille au centimètre carré. Chaque pierre, chaque pavé de chaque rue est important. Et c'est vrai que c'est une ville vraiment qui est largement désolée, et on espère sa reprise et sa reconquête, donc sa libération très rapidement. Maintenant, après, concernant la situation de manière générale aussi, si on retourne du côté de l'ouest en fait, c'est-à-dire sous la région du Sancak d'Alexandrette, donc une région qui a été cédée par la France à la Turquie afin d'acheter sa neutralité durant le second conflit mondial, puisqu'on se souvenait que l'Empire ottoman a été allié des Allemands durant le premier conflit mondial. Donc cette région en fait qui tombe sur le littoral, vous avez vraiment une région syrienne qui est entre le Liban et entre ce Sancak d'Alexandrette, la région d'Antioche. Et donc là, vous avez également la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Ansarié, donc une région avec une minorité assez importante, la minorité alaouite, donc des alaouites, également des ismaéliens et des chrétiens qui vivent au milieu d'eux. Et là-bas, vous avez 2 villages qui sont sur la ligne de front, vraiment des gens très très braves. Je parle des villages de Mhardé et de Sqelbiye. J'ai toujours un petit peu de mal à se prononcer le nom de ce village, il est très très compliqué. Oui, moi aussi. Et il est vraiment, alors Mhardé, c'est pas simple. Déjà Mhardé, c'est pas simple, mais Mhardé qui est une espèce de forteresse naturelle où se jette en fait l'Oronte. En fait, là, on est sur la vallée de l'Oronte et qui continue jusque justement ce territoire turc à Samandar pour aller se jeter dans la Méditerranée. Et en fait, tous les villages alentours ont littéralement trahi en fait Mhardé et se sont mis à livrer bataille avec les milliers de djihadistes qui affluent depuis la Turquie, qui n'est qu'à une quarantaine de kilomètres. Donc à attaquer en fait les villages loyalistes qui ont décidé en fait de ne pas ou de prendre part à la révolution dans un premier temps, et encore moins aux exactions djihadistes dans un rapide second temps, puisque le premier temps a été de très 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 courte durée. Et donc Sqelbiye, déjà qu'on savait Mhardé dans une position très très dangereuse, puisque ça fait 5 ans maintenant qu'ils se battent seuls, que des volontaires en fait ont pris les armes, ont vendu tous leurs biens. Je pense à Monsieur Simon notamment, qui est un véritable leader dans son village et qui a donné le courage donc à tous ses habitants finalement de rester et de faire face à cette menace djihadiste internationale qui arrive de tous les côtés. Et donc ils ont repoussé l'ennemi, tantôt aidés par l'armée iranienne qui leur propose justement des stages en Iran où ils leur permettent en fait de s'améliorer sur le terrain pour repousser cette attaque djihadiste, et également maintenant la présence russe. Mais le village de Sqelbiye, qui est lui encore plus proche de la zone de front, là on parle de quelques centaines de mètres, et qui a vraiment en fait notamment besoin de notre aide. Donc parce que Mhardé, le front a été un peu dégagé, mais Mhardé a été pratiquement pas jamais complètement encerclé, mais parfois aux 3/4 encerclé, ouais. Et c'était très difficile de sortir. Et alors je voudrais revenir un peu en arrière sur ce second village de Sqelbiye. Je n'y arriverai pas, pardon, chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Parce qu'en fait, en 2015, au printemps 2015, quand la province d'Idlib tout entière est tombée, donc la province d'Idlib, c'est cette province du nord-ouest à la frontière turque, avec ce qu'on appelait dans le passé le Djebel Turkmen. Cette province est tombée tout entière en avril 2015. Je me souviens, c'était pendant la semaine sainte des orthodoxes, et nous étions en Syrie, d'ailleurs avec un groupe de visiteurs, et on apprend que cette province, en quelques jours, ça a été une débandade. L'armée s'est repliée en désordre, il faut bien le dire. Et en fait, on avait chaque jour, ça reculait de manière très importante, et on voyait que il n'arrivait plus à recréer une ligne de front, à stabiliser le front, et c'était très inquiétant. Et en fait, il faut noter que c'est ce village de Servilier qui a arrêté cet effondrement et qui a arrêté l'avancée des terroristes sur cette plaine, ce qu'on appelle la plaine du Gab. Oui. Et qui a bloqué l'avancée des terroristes en direction de Hama et de l'attaquer. Il protège cette route en fait, qui mène sur Hama. Donc et on reproche beaucoup, parfois on dit reprocher, j'en sais rien, mais en tout cas on entend souvent dire que les chrétiens ne se battent pas, ils font que partir à l'étranger, etc. Mais il faut dire qu'en Syrie, il y a plusieurs villages qui ont été décisifs dans cette guerre. Je pense au village de Sidnaya, la ville de Sidnaya près de Damas. Sidnaya surplombe Damas. Sidnaya est une ville quasiment entièrement chrétienne. Sidnaya s'est défendue elle-même contre quand les terroristes, les groupes armés ont voulu prendre Sidnaya. Et Sidnaya est un verrou pour Damas. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Sidnaya était tombé, mais en tout cas, on sait que quand Sidnaya tient, c'est un verrou depuis la montagne, depuis l'ouest, depuis le nord. On ne peut pas rentrer dans Damas si Sidnaya tient. À l'est, dans le désert, le village de Saddad. Il est tombé une fois face à Al-Nosra, mais ensuite il a résisté contre Daesh. Si Saddad tombait, c'était la porte ouverte vers l'autoroute Damas-Homs. Il n'y a plus rien qui a arrêté, c'était le désert jusqu'à Damas-Homs. Exactement, on est à 50 km. Et jusqu'à Homs. Donc on peut dire que c'est ce village de Saddad, qui est syriaque, qui a retenu l'avancée de Daesh vers l'ouest. Après les tombées successives de Palmyre, de Qaryatain, il restait Saddad, c'était le dernier village sur l'autoroute, qui menait sur l'autoroute, et il a tenu justement bon face à Daesh. Voilà. Et au nord, sur le front du nord, ce sont des villages comme Mardé et Skalbiye, voilà, qui ont bloqué l'avancée des groupes armés. Alors bien sûr, ces villages ne se sont pas défendus seuls. Il y avait aussi l'armée arabe syrienne et les supplétifs qui ont aidé, et bien sûr qui ont combattu très bravement. Mais il faut bien dire que les habitants de ces villages ont payé cher, et le prix, ils ont eu beaucoup de martyrs, et ils ont tout donné pour se défendre et pour bloquer l'avancée des différents groupes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, que ce soit d'autres groupes. Et donc je voudrais vraiment leur rendre hommage, parce que finalement en Syrie aussi, il n'y a pas qu'au Liban où les chrétiens savent se défendre leur village, défendre leur terre, défendre leur famille, défendre leur patrie. Ça existe aussi en Syrie, et c'est parfois un peu oublié. Et puis je voudrais mentionner également le nord-est, dans le bec de Canard, la Jésirée, à Kamishli et à Saké, les quartiers chrétiens sont défendus par les milices chrétiennes des Sotoro, et qui se sont battus vaillamment contre Daesh quand il y a eu lieu pour Assaké, et qui parfois sont venus aider d'autres villages, parce que je me souviens qu'à Saddad, quand Saddad était attaqué par Daesh, Sotoro est venu en hélicoptère, et le patriarche Afram, donc des Syriaques orthodoxes, était venu les encourager sur la ligne de front, je me souviens. Donc oui, vous parliez de Mardé et de son village. En fait, ce sont ces deux villages qui sont des véritables forteresses, en fait, des villages guerriers qui défendent, comme vous le rappeliez, en fait, toute cette zone, la zone de Hama. Donc, ce sont les verrous de sécurité par rapport à la ville de Hama. Oui, parce qu'après, c'est une plaine. Et ils sont vraiment, en fait,
on est vraiment au cœur de régions qui ont connu les premiers massacres. C'est-à-dire qu'on nous présente tout le temps le conflit syrien comme quelque chose qui a été à l'initiative de l'armée syrienne. Or, on a passé sous silence en fait des véritables scènes de massacre où des policiers et des militaires avaient été littéralement physiquement dépecés. Comme en fait. au commissariat de c'était Girsal Shogo ou Idlib, 60 dans la région de Idlib. 60 policiers égorgés. Je crois que c'était en juin. Certains qui ont été démembrés, dépecés. En juin 2011, dès le début. Dès le début. Donc, et des témoignages assez récurrents en fait de gens qui disaient mais on a des membres de notre famille qui sont partis pour maintenir l'ordre et on les avait envoyés juste avec une matraque et ils sont revenus avec des trous dans la peau. Ça, c'était pour les plus chanceux. Et en fait, ces villages de Mhardé et de Sqbiliye, on est au cœur en fait de la confrérie des frères musulmans. Je veux dire, culturellement, traditionnellement, Idlib et Hama, ce sont les deux régions les plus connues en fait pour leur proximité avec cette confrérie. Et j'en profite même pour rappeler que Alep, si Alep n'a pas connu le conflit dès 2011, mais un an plus tard, la guerre justement s'est déclenchée dans cette ville, ça n'a jamais été à l'initiative des Alepins, mais des étudiants en périphérie de la ville, dans les campus universitaires, qui étaient eux-mêmes des étudiants originaires d'Idlib et de Hama. Et ils ont allumé la mèche et ouvert en fait la ville aux djihadistes qui sont arrivés depuis la Turquie, donc des Tchétchènes, des brigades saoudiennes, ce que vous voulez, des gens d'Asie centrale, du Pakistan et j'en passe. Donc c'est très bien justement de pouvoir rendre hommage à ces deux villages qui sont au cœur de l'action. Et que SOS Chrétien d'Orient aide, notamment d'abord Mardé, et j'espère que bientôt on pourra faire quelque chose pour son voisin dont je n'ose prononcer le nom. Parce qu'avant justement ces deux villages étaient isolés l'un de l'autre. Il n'y avait pas de possibilité de passer de l'un à l'autre. Et en fait, ils se situent vraiment le long de l'autoroute en fait, et on pouvait pas aller à Sqbiliye avant. Et c'était pas possible parce que vraiment les djihadistes par milliers étaient tout autour et nous empêchaient d'aller au-delà en fait de Mhardé. Et maintenant c'est chose possible et on va pas tarder justement à aller leur rendre visite. On a fait la dernière fois, vous et moi, on a pu aller les saluer. On a été introduit justement par Monsieur Simon qui assure la sécurité du village de Mhardé. Et on a été introduit par Najib, à Najib qui est le gardien en fait de Sqbiliye. Voilà, d'ailleurs c'est amusant parce qu'il n'a pas du tout la même morphologie que Monsieur Simon. Monsieur Simon est très grand et très costaud et Monsieur Nagy est plutôt petit et tout mince. C'est lui qui a pris en charge la défense du village. Et d'ailleurs Monsieur Simon c'est un cas exemplaire parce qu'en fait c'était un riche de Mardé, même très riche, et qui avait ses affaires, beaucoup d'affaires à l'étranger, etc. Et en fait, quand la guerre a commencé, il aurait pu, comme beaucoup, partir vivre aux États-Unis ou n'importe où. Et non, il est resté et il a dépensé énormément d'argent pour aider le village à se défendre, à s'armer, etc. Et il nous dit souvent les cloches continueront de sonner à Mhardé. Voilà. Et je pense que les gens ne se seraient peut-être pas autant défendus s'il n'y avait pas eu l'exemple de cette personnalité du village. Peut-être que si Monsieur Simon, qui est sûrement le plus riche ou un des plus riches du village, était parti, ça aurait pas forcément encourager les gens à se défendre. Mais là, le fait que lui, il reste, que lui, il prenne la tête de la brigade de défense, il a été blessé plusieurs fois, il nous a montré. Et on a essayé de l'assassiner, il y a eu une charge qui avait été posée sous sa voiture, 5 minutes après qu'il l'ait quitté pour rentrer chez lui, sa voiture avait explosé, donc voilà. Sa maison est particulièrement visée par les obus également. Lui-même, sur le front, il a été blessé, et pourtant il continue, il donne l'exemple. Et puis il faut également, puisqu'on en est là, rendre hommage à la brigade de secours, la brigade civile. Alors on a beaucoup parlé des casques blancs, et ben là ce sont les casques rouges, ils ont un casque rouge. Et ils sont là dès qu'il y a un obus qui tombe, dès qu'il se passe quelque chose, ils se précipitent pour secourir les gens, aider, et ils sont remarquables. Ouais, remarquables, très clairement. Alors donc on a parlé du désert, de l'avancée dans le désert, des résorts qui est encerclé depuis maintenant 4 ans avec à peu près 100 000 civils et quelques milliers de soldats qui protègent la ville. Je sais pas, peut-être 6 à 8 000, 10 000 soldats qui protègent la ville, encerclée par Daesh depuis 4 ans. On espère que ravitaillement par point aérien. On espère que bientôt la ville sera libérée. En tout cas, ça commence à sentir
À sentir bon, hein, on va dire. Ça sentir bon. Reste, on n'a pas parlé du Sud encore. Ouais, alors j'ai cru comprendre qu'on parlait de réouvrir l'autoroute Amman-Damas, donc ce qui semble être assez positif en fait. Voilà, après... En fait, moi, ce qui me fait peur, moi personnellement, hein, ce que quand j'entends notre président Emmanuel Macron ou qu'on entendait le président des États-Unis Donald Trump qui parle donc justement de s'en prendre au terrorisme, aux islamistes et de soutenir les forces démocratiques. Après, il faut qu'on ait tous la même définition de ce que sont ces forces démocratiques. Et ça, de c'est ce que dit Donald Trump, mais Emmanuel Macron, pardon, je veux pas faire l'apologie d'Emmanuel Macron, mais il n'en a jamais parlé. Emmanuel Macron n'a jamais parlé de soutenir les forces démocratiques. Non, il dit juste qu'il faut changer de politique en Syrie et lutter contre Daesh. Il ne précise pas. Jamais là, ok. Je crois, sauf erreur de ma part. Hein, Encore hier, il a mis un tweet, il a fait un discours où il parlait il faut changer de politique en Syrie et pour lutter contre Daesh, on s'est trompé. Donc je sais pas si... Parce que, en tout cas, on parle tout le temps de Daesh où on est d'accord à l'unanimité que ce sont des terroristes, djihadistes, islamistes, etc. Mais on est un peu plus prudent, malheureusement, sur le terme qu'on pourrait prononcer envers en fait les autres factions islamistes qui sont tout aussi dangereuses que Daesh. Voilà. Donc il y a eu un changement de discours dans les appellations en fait réservées à ces groupuscules, mais certains autres sont encore toujours assez tatillons et bon, voilà, moi c'est juste ça. Je ne sais pas en fait, même et je parle pas forcément en fait que de ces djihadistes. Je parle même des forces kurdes qui sont présentées. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, cette espèce de cache-nez où on parle de forces démocratiques alors qu'on voit le visage d'Apo Öcalan affiché partout. Donc ça, c'est des zones d'ombre un petit peu. C'est des choses qui me laissent assez perplexe par rapport. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que le principal enjeu pour la suite, ça va être le Nord. Ouais, les Kurdes vont être le problème de demain. Ces forces kurdes, comment régler ça? Parce que le Daesh, on voit que c'est qu'une question de mois. Et les deux poches principales des rebelles non Daesh, donc qui sont le sud autour de Daraa et le nord autour d'Idlib, on sent bien ce sont des fronts quasiment gelés avec ces zones de désescalade avec la Russie, que des négociations sont en cours. Et que ça va se régler un jour ou l'autre, sûrement par la négociation. Et peut-être que certains refuseront la négociation. Et donc, il y aura des combats contre, disons, Al-Nosra, Al-Qaïda. Et le reste, ça sera plutôt des négociations. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et on voit que... Ça va être difficile Mais c'est vrai, hein, tout peut s'arrêter avec un coup de stylo. Une signature est terminée. Mais on voit, quand on voit la place qu'ont pris les Kurdes dans le nord du pays, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et on voit que Daesh leur a permis justement une prise territoriale, mais même pas rêvée en fait jusqu'en 2012. C'est vrai que je reste assez... On peut s'attendre à un retournement d'alliance qui en tout cas se dessine. On le voit que la Turquie et le Qatar, du fait d'événements régionaux et locaux, sont peut-être en train de changer de camp en fait, hein, et peut-être c'est aussi le vent qui tourne et on en voit également la Jordanie. Alors la Jordanie qui a toujours maintenu son ambassade ouverte à Damas, un des seuls pays arabes, mais qui de par sa dépendance vis-à-vis de l'Arabie Saoudite était plutôt dans le camp de la rébellion et qui maintenant parle de réouvrir la frontière et de dire que les relations se normalisent. Hier je voyais le ministre des Affaires étrangères jordanien qui disait que les relations se normalisaient avec la Syrie où elle était en voie de normalisation. Le Qatar qui demande à envoyer son ministre des Affaires étrangères à Damas, que Damas a refusé pour l'instant, mais qui se rapproche de l'Iran et de la Russie. La Turquie également, on n'en est pas encore à des discussions directes avec Damas, mais on sent bien qu'il y a des choses qui bougent et je pense que bien sûr les Kurdes vont être un problème, mais ça va pas être si facile pour eux parce que je crois même que ça sera très difficile pour eux parce que en fait ils ont un ennemi farouche en face qui est la Turquie et qui à aucun prix ne voudra laisser s'installer un État tenu par le PKK parce que c'est-à-dire que c'est une insurrection permanente chez eux. Donc comment vont-ils faire pour éviter ça? Je ne sais pas, mais à mon avis, ils seront prêts même à
à avaler toute leur honte et à avaler leur cravate et à se rapprocher du gouvernement syrien pour éviter ça, parce que ça serait un danger terrible pour eux que d'avoir le PKK qui est une région autonome ou un État ou qui puisse avoir des bases. Une espèce de base arrière, une base de repli, bon, même si c'est déjà un peu le cas. Mais là, j'apprenais justement hier par un ami à Qamishli qu'ils avaient remplacer en fait des barrages kurdes par des barrages de l'armée syrienne à Malkié, et qu'ils y avaient dressé les drapeaux syriens. Alors que jusqu'ici, si vous sortiez juste un drapeau syrien, même sur un autocollant sur votre téléphone, vous aviez de sérieux problèmes avec l'unité de protection des peuples, c'est-à-dire le YPG, la branche armée du PYD. Oui, donc, alors ça c'est peut-être aussi parce qu'on voit que la Turquie commence à faire des incursions en Syrie, dans les zones tenues par le YPG, donc les Kurdes, et qu'ils commencent à les combattre, donc ils sont obligés de se mettre sous la protection de l'armée syrienne. Alors on arrive au terme de cette émission. Je pense que la conclusion, c'est qu'on est modérément optimiste sur la suite. Oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup Alexandre Godarzi, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Benjamin Blanchard. Et chers auditeurs, je vous retrouve dans 4 semaines. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard. Émission préenregistrée le 29 et 31 août 2017 et diffusée pour la première fois samedi 9 septembre 2017 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.